Je pense qu'on peut commencer. Si. Bon, je vous introduis, on est Norm de Zurich. On est très content d'être ici. Merci d'être venu malgré le très beau temps. Nous, ça fait 25 ans qu'on se connaît, on vient d'en parler en venant. Donc c'est une période assez longue. Dont on pense que le métier du graphisme, il a beaucoup évolué. C'est comme devenu plusieurs professions, donc c'était un métier, on pense, beaucoup plus simple. Et entre-temps, c'est comme un split des tâches où il y a beaucoup plus de champs dedans. Est-ce qu'il y a besoin du micro? Oui. Nous, pendant ce temps, je pense qu'on a aussi beaucoup évolué, c'est logique, 25 ans. Je pense qu'en quelque sorte, on est devenu un peu plus modeste peut-être, moins fâché. Savoir aussi, je pense qu'avec le fait que on a vu plus de trucs dans ces 25 ans. On a vu beaucoup de trucs de gens qui ont travaillé, fait du graphisme avant nous. On voit beaucoup de choses que des jeunes graphistes aux écoles y font. Donc, on est plus humble avec ça. Nous, notre primaire champ d'action, c'est l'impression. On a été toujours très fasciné par l'impression. Il y a plusieurs raisons. Un, c'est qu'on a toujours aimé les encres et la technique. Et une chose qui nous a toujours beaucoup fasciné, c'est la reproduction, donc de créer plusieurs choses de une, donc de multiplier une proposition. Le cadre de travail, c'est important. Je pense que le plus important, c'est d'être à l'aise là où on travaille, avec les gens avec qui on travaille. On est toujours une très petite structure, on est un 4. Il y a environ 10 ans que Ludovic Varron qui l'a joint au bureau. Et entre-temps, on est 4, donc on est à l'aise avec pas trop de gens. On aime surtout faire du graphisme, moins parler. On communique à travers notre travail, c'est notre métier. Donc. Des fois, on se voit quand même dans la situation où on doit prendre la parole. La relation à la commande, c'est important. On a, je pense aussi, changé un peu d'avis ou d'intention sur les 17 ans en fait, qu'on a le bureau. On se voit vraiment dans une profession de service. On aime bien travailler avec les gens, on le considère un service. Les gens avec qui on travaille, on les respecte, on n'a pas... on s'est rendu compte que les produits qu'on fait, c'est pour les gens, avant tout. Ceci dit, la commande, c'est aussi dangereux. Une commande, un mandat mène au prochain mandat, on enchaîne des projets. Il y a de la routine et il y a aussi on peut se tromper en pensant qu'on choisit les mandats parce que tout ce qu'on fait c'est dire oui ou non et en fait le choix de soi-même, de ce qu'on veut faire, il peut s'éloigner assez vite. Donc nous c'est très important de toujours garder nos intentions, nos idées. Donc on essaye de publier nous-mêmes sur les choses qui nous occupent, soit en forme d'édition, soit en forme de police de caractère. Je ferai la différence entre plus ou moins 3 champs de travail dans lesquels on est. Un, c'est certainement un peu le grand geste, l'affiche, qu'on aime beaucoup. Le deuxième principal champ, c'est l'édition. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait le plus. Et le troisième champ qui nous importe beaucoup, c'est la dessin de police de caractère. On va commencer avec ça. On
fait, dans la structure de la conférence en deux parties. Dans la première, on va parler un peu plus général de notre travail pour montrer ce qu'on fait, qui on est. Et dans la deuxième partie, la dernière fois qu'on avait parlé de cette deuxième partie, ça durait 1h30. On va essayer de tenir court. On nous a dit qu'il faut finir en 1 heure, donc dans 3/4 d'heure. C'est en fait une explication du projet qu'on va montrer ce soir, d'une partie du projet qu'on va montrer au portique ce soir. Donc, je pense que c'est important pour mieux comprendre. Pour la première, une des premières polices qu'on avait fait, c'était la Simple. Donc avant, on avait fait différentes fontes. Ça, c'est de 1999, je pense, année 2000, comme ça. Et en fait, j'ai parlé de l'évolution tout à l'heure. C'est le dessin de police de caractère a énormément évolué aussi. Et je me souviens, à l'époque, c'était possible de faire des fontes très basiques. Et entre-temps, le niveau il est monté extrêmement aux écoles. On voit des fontes parfaites, tout bien fait, du bon dessin. Donc, nous, on avait commencé assez simple, en construisant les lettres. Et ceci, c'était un dessin important parce que c'était la première fois qu'on avait fait une fonte qui était vraiment commercialisée, qui était utilisée pour l'aéroport de Cologne. Donc la Simple qui était construite sur un gris très géométrique, donc c'était un peu la tentative de faire une écriture qui s'approche d'une écriture dessinée, mais avec des moyens de construction, qui avaient certaines corrections optiques du genre. Ensuite, une prochaine fonte qui était importante pour nous, c'était la réplica, qu'on avait fait en 2008, je pense. Et ici, c'était un peu le contexte qu'on avait vu que il y avait des gens, on avait vu sur des fonds de blocs que des gens ils se plaignaient que les units dans FontLab c'était seulement 700 et qu'il fallait en fait 7000 units pour faire une courbe parfaite. Et nous c'était toujours un peu, on est toujours intéressé par la technologie, et la technologie c'est aussi ce qui permet des nouvelles découvertes, des nouvelles pas. Et nous on voulait comme réfléchir sur ça, de faire un meilleur dessin. Puis, à propos de technologie, est-ce que... je ne sais pas si on a un petit problème de résolution. Quelqu'un pourrait venir... allez, super script. Je vais faire une petite... la résolution vraiment... ouais. Je quitte. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, la tentative sur la réplica, c'était en fait, ça je l'ai déjà raconté, je sais que l'image est bien. C'était nous ce qu'on a dit, ok, si on ne peut pas améliorer la technologie, on va faire plus mauvais, ainsi gagner des paramètres de décision plus simples. Et ce qu'on avait fait, c'est au lieu d'utiliser les 700 units dans la réplica, on a utilisé seulement 70, donc une grille très très réduite qui se manifestait dans les coins de l'alphabet. Donc toujours une question de jusqu'à quel point une fonte doit être excentrique ou normale. Je pense la balance la plus difficile à trouver. Nous, on voulait que ce soit une police de caractère très marquée, donc à tous les instants. Donc même sur le I majuscule, il fallait reconnaître la réplica. Donc on avait fait des petits cuts, des beavels, dans les coins des lettres. Et un deuxième élément qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les diagonales droites.
pour permettre de serrer la fonte, mais aussi c'était certainement un choix esthétique aussi. Donc la famille, elle est devenue plus grande entre temps, c'était le release. Et ensuite aussi, on avait fait après la réplica, on avait fait ce qui nous a toujours un peu... bon, ça c'était un projet de corporate typeface. On avait fait plusieurs corporate typeface qui étaient toujours un peu aussi, comment dire, un peu triste aussi parce que c'était toujours en exclusivité, donc c'est comme un gap dans notre production de fonte, après on n'avait pas une autre utilisation. Donc Omega, c'était en fait assez simple le projet. C'était Omega, il voulait à partir du logo le reste de l'alphabet. Peu après, on avait commencé aussi à travailler sur des mandats plus grands. Donc Swatch, c'était comme ça qu'il voulait. C'était un redesign du logo, et on a aussi commencé avec un corporate typeface qui était comme la base de l'identité. Et Swatch, en fait, donc le corporate typeface, il y avait en 3 graisses, et le problème un peu de Swatch, c'était que ils n'avaient pas vraiment des guidelines pour leur CI, et c'est un peu l'idée de tout ranger et rearranger. Et nous, on avait proposé de juste d'enlever tous les spéciaux et de travailler tout avec le même corporate typeface. Et pour nous, c'était un grand mandat. On a travaillé dessus presque 2 ans. Donc, il y avait ensuite décliné toutes les applications donc, qui sont claires. C'est devenu aussi une police de caractère très complet. Il y avait le cyrillique, il y avait l'arabique. Et aussi avec des détails très techniques, comme une fonte qui était gravée dans les montres avec des paramètres très précis. Et en même temps, presque en même temps, on avait fait la signalétique pour le Louvre-Lens, ici au nord de la France, qui était avec Sana Architecte et le Louvre. C'était un marché public, c'était très très compliqué. On s'est bien entendu avec les architectes qui nous ont choisis parce qu'on avait dit qu'on voulait faire une signalétique le plus invisible possible, le moins présent. Et le Louvre, il avait des idées très différentes, donc il fallait toujours un peu trouver la bonne attitude. Donc les éléments de la signalétique et toutes les régulations. On a après quelques années, au début, quand on avait le bureau, c'était un peu on voulait exploiter beaucoup de langage visuel, ce qui est bien aussi. Et après, on s'était dit, il y a certaines questions qui reviennent toujours, et on était intéressé d'unifier le procès de décision et de trouver des systèmes, comment on peut, que certaines choses, on peut les décider pour toujours. Donc il y a des questions spécifiques sur un projet. D'autre côté, il y a des questions qui reviennent tout le temps, questions du format, questions de police de caractère, questions de taille, etc. Donc nous, on a commencé à unifier en quelque sorte les éléments avec lesquels on travaille. On a fait des livres avec les mêmes master pages dans InDesign. Donc on a fait 2-3 livres avec les mêmes définitions. Dans l'idée que même sur un champ très serré, on va avoir il y a toujours assez de décisions à prendre, il y a toujours assez de terrain pour s'exprimer. Et on a fait, dans cette idée, on a fait une tabelle qui régulait les formats qu'on utilise. Et une chose qui est très centrale à ça, c'est le choix de la police. Donc, nous, avant tout, c'était toujours beaucoup de peine à travailler avec des polices qui n'étaient pas de nous, parce que
la police, elle contient comme un programme de design dont se soumet en quelque sorte. Donc, si on travaille avec Garamond ou Helvetica, c'est comme dicté par la police ce qui va être. Et nous, on s'était dit, ok, la police c'est un peu le molécule du design, et nous, on doit avoir ce molécule dans la main, sinon ça ne va pas. Donc, la réplica qu'on a montré tout à l'heure, on l'a utilisé excessivement pendant certainement 5 ans, je pense pour tous. C'était un peu le choix de défaut et on l'a beaucoup exploité. C'est toujours le choix le plus évident pour nous de prendre cette police. Et maintenant, ça fait aussi un moment, 2 ans. Genre 2 ans qu'on a plus ou moins fini une nouvelle police qui s'appelle Reforma, dont on travaille dessus, qui va être releasé très bientôt, on espère. Et on a fait, je pense, justement il y a 2 ans, on a fait tout ce qu'on fait, c'est avec cette même police. Donc ça c'est la Reforma, une grotesque qui est légèrement... qui soulève quelques questions. Ce point d'irritation dont on a parlé aussi tout à l'heure, jusqu'à quel point c'est bien si une typo est reconnaissable, jusqu'à quel point elle doit être spécifique. Et c'est un champ très étroit. Et on avait fait, et ça c'est une sélection, les dernières 20 livres, on les a tous fait avec la réplica dans le fiche Levi, c'était le premier, on avait juste les majuscules et... Et comme ça, on teste la fonte, et on la développe, on évolue, on essaie d'évoluer la fonte. Je vais très brièvement montrer des pages des éditions. Donc ça c'était un mandat, un des plus grands mandats qu'on a fait avec la réplica, qui était le rapport annuel de Ringier, le travail pour le Museum für Gestaltung à Zurich, pour qui on a travaillé plusieurs fois, aussi un travail récent à partir de là avec la Reforma, le travail pour les 100 ans de graphisme en Suisse. Et le deuxième champ dont je parlais tout à l'heure, les affiches, on a toujours essayé aussi, quand on avait des cartes d'exposition, de s'en servir en quelque sorte de l'impression, des possibilités de l'impression, aussi de trouver des systèmes communs avec un certain nombre de cadres. On peut faire une multitude de formes ou d'éléments, et ça c'était un projet qu'on avait fait pour Chaumont en 2010 je pense, qui était l'idée, la question c'était un peu le thème proposé, c'est quoi le design graphique. Et nous on ne voulait pas répondre avec une proposition, on disait ok, il y a des éléments duquel c'est composé, donc la lettre, la forme, l'image. On disait c'est superficial, donc superficiel, c'est la peau de l'information si on veut, et on a fait un système de combinaison de ces écrans. C'était donc 64 affiches qui étaient accrochées une à côté de l'autre, ici en l'occurrence à Milan. Et je vais brièvement parler d'un autre projet aussi d'affiches. C'était un projet en Chine, bizarrement, qui était aussi un peu un système semblable, où on avait utilisé plusieurs cartes, donc 3 en fait, un bleu, un rouge et un noir, pour en faire un très grand mural. On avait constitué des éléments, et là, la question, je pense, c'était... social design, where are we, un truc du genre. Et
Et nous, on avait fait un grand mur, ensuite composé avec ces affiches, qui citait un poème de Mohamed Ali, Mi-Oui, et qui se laissait composer avec ces affiches. Et le dernier projet, c'est donc celui qu'on va montrer au portique, c'est aussi beaucoup plus réduit. C'est une réflexion sur les alphabets qui vont aussi être exposés, les éléments de base. On a aussi fait une série d'affiches. Donc ça c'était le projet d'expo. Et deux derniers projets dont on veut parler avant de venir à l'archive des images, c'est les livres qu'on publie nous. Donc ça fait très longtemps qu'on est sur une recherche sur un troisième livre. Donc les deux thèmes qui sont exposés au portique, ça fait partie de ça. C'est 2 chapitres qu'on a fait maintenant. Notre premier livre qu'on avait fait droit après le début de l'atelier, c'était Norme Introduction. C'était une espèce de manifeste qui questionnait c'est quoi les objets, c'est quoi l'espace plat, c'est quoi l'espace 3D, avec aussi des recherches, des accumulations d'éléments graphiques qui posaient la question où commence l'écriture, où commence l'abstrait. En l'occurrence ici on a fait 3 groupes d'éléments, les images, les lettres et ceux dont on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'était pas sûr s'il n'y a pas un troisième élément éventuellement. Et ensuite, le prochain livre qu'on avait fait, c'était The Things, qui était au fond de soi un peu une critique de l'alphabet latin, de sa conception, de façon plus fictionnelle, donc avec la question de si quelqu'un pourrait inventer un alphabet maintenant, comment il le ferait, lié un peu à ça. Et la pièce centrale, c'était le sign generator, donc une espèce de machine qui produisait des signes sur un matrix très simple. On a fait une grande machine qui a soulevé l'importance de cette application et qui était aussi disponible online. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont utilisé. Et ça, c'était le boosting. Good. Le livre dont on travaille dessus maintenant est divisé en 9 chapitres. Et le chapitre dont on va parler maintenant, c'est le chapitre sur les images. On s'était posé la question de comment on veut en parler, des images. Donc, ça doit faire partie du livre, on ne peut pas l'ignorer. On a toujours eu un peu de la peine avec la production d'images nous-mêmes, qu'on produisait nous-mêmes. On a commencé à faire des banques d'images, des collections d'images. On a joué avec l'idée de rassembler toutes les images qui sont disponibles online, d'en faire une banque d'images. Et ensuite, c'était plus la question de, ok, si on fait une archive avec toutes les images, comment on peut le faire. Donc, une banque d'images qui a l'ambition de contenir toutes les images possibles, toutes les images imaginaires. Et l'idée de départ, c'était de dire, ok, un pixel, c'est une image. Donc, un pixel tout seul, c'est une image. Et ensuite, on peut calculer la taille d'une image en multipliant sa hauteur avec sa longueur. Donc, c'est dans le nombre et ça, c'est la taille de l'image, évidemment. Et, donc, l'autre élément, c'est que l'image, malgré tout, elle est toujours, même si elle est digitale, dans sa définition, elle a toujours un lien avec le monde physique. Donc, c'est toujours défini avec
une taille qui pourrait être dans laquelle c'est effectivement. Donc, ici, dans le relevant, c'est le taille de pixels, donc il peut varier. Et, bon, ça reste la même image, mais elle est plus grande, plus petite. Pour calculer, c'est la procédure suivante. Donc on dit, si j'ai deux couleurs, si j'ai un pixel et deux couleurs, je peux en faire deux images. Et si j'ai deux pixels et deux couleurs, je peux en faire quatre images. Et ça, c'est le calcul. Donc c'est le nombre de possibles images, c'est la quantité de couleurs à disposition en exponentiant en exposure de la taille de l'image. Donc si c'est une image de 1 fois 1, c'est 1. Donc c'est 2 exposure 1, c'est 2. C'est les deux possibilités. Donc, pour faire le calcul, donc, avec un pixel, on a deux possibilités. Avec deux pixels, 4, 3, 8, 4, 16. Il se présente comme ça. Et une façon qui permet de calculer ces nombres de possibilités relativement facilement. Une représentation graphique de ce calcul, c'est la pyramide de Pascal, donc qui toujours additionne les deux éléments d'une colonne supérieure à celle en bas, donc 1 plus 1 plus c'est 2. Et vous pouvez voir peut-être sur la colonne numéro 2 où c'est marqué 2, c'est le nombre de possibilités, c'est l'addition de ces trois chiffres, 1 plus 2 plus 1, qui égale 4 possibilités. Si maintenant on regarde ça pour une image plus compliquée, donc sur une trame de 3 x 4 pixels, ça c'est le nombre de possibilités, des possibles images. Donc jusqu'à 12, toujours les possibilités. Donc l'idée de l'archive qu'on veut faire, c'est de dire, ok, on définit une taille d'image qu'il faut, et ensuite on va tous les mettre dans un cadre, et on aura toutes les images possibles à avoir. Pardon. Donc, juste un peu, c'était plus une grammaire de pixels un peu. Donc on peut avoir des images tous la même taille de pixels, mais avec un autre nombre de pixels. Je peux avoir une série d'images, ils ont tous le même nombre de pixels, mais les pixels ils ont des différentes tailles. Je peux avoir un nombre d'images où les pixels ils deviennent plus grands et l'image ils deviennent plus grands, et les pixels ils deviennent moins. Et ici, le même exemple avec une descendante de pixels. Donc, si maintenant on veut faire ce calcul, bon, on peut le faire en bitmap, qui est le plus pauvre. Je peux le faire en niveau de grille. Pour un pixel, j'ai 101 possibilités de le faire. Ou on peut faire en couleur, qui permet, maintenant c'est avec des millions de couleurs, 16 millions, etc. Possibilités d'image juste pour un pixel. Ça c'est le calcul pour l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec les noirs blancs 3 sur 4. Donc les nombres de possibilités tout en bas de la page sont même lisibles. Et ça c'est les chiffres qui résultent pour le next grand exemple. Ensuite, on s'est dit, ok, pour régler la taille de l'image qu'il nous faut, on va sur une taille relativement modeste aussi, 128 x 96 pixels. Et si on calcule le chiffre, c'est ça. Donc c'est un chiffre, hein. Très long, et pour les niveaux de gris, c'est ça. Et pour le bitmap, c'est ça. Donc,
en digits, en nombre de digits, de positions de chiffres qu'ils ont. Évidemment, le bitmap, c'est le plus gérable. On a ensuite fait un peu une tabelle de décision pour voir laquelle des versions il fallait prendre pour faire notre archive. On avait quand même un peu des exigences, je veux dire, et on s'est décidé pour l'exemple en bas au milieu, donc pas le pire. Et ça c'est donc, la résolution de l'image en grand, 32 x 24. Le tout c'est 768 pixels. Et pour montrer le chiffre, on prend de nouveau la pyramide de Pascal et on la met en... Donc, comme on l'a expliqué avant, il faut additionner tous les chiffres qui sont sur une ligne. Et on tourne la ligne maintenant. Dans la ligne, ce que vous voyez à droite, c'est donc la même ligne que tout en bas. Pour le chiffre que nous qu'on veut gérer, on doit aller sur position 668. Pardon, 768. Ça c'est le début de la colonne. Donc ça c'est les chiffres qu'on doit additionner. On va le faire un peu plus vite. Alors, ça c'est les 10 premières positions. Il y en a 768. Donc ça lève de ça, ces chiffres, plus cela, cela, cela. C'est ça. Ça, c'est le chiffre en entier que ça donne. Et ça, c'est le chiffre en mots. Je ne veux pas le lire. En anglais. Et on traduit en français. On va le faire traduire. On va le faire traduire en français. Et juste vite pour montrer. Donc, ça, c'est en fait 4 images différentes, si on veut, dans la logique de ce système, parce qu'ils ont tous un pixel déplacé. Ça c'est aussi tous des images différentes, donc les gradations, chaque mouvement de pixel c'est une autre image. Ici c'est un peu la démonstration que c'est quand même pas si mauvais. C'est donc le niveau de gris, et après la résolution en pixels. Et Là, c'est plus difficile. là c'est plus difficile, les visages c'est très facile, ça fonctionne très bien. Comme ça. Et évidemment, dans cette archive, il y aura aussi toutes les signes, les bouts de texte imaginaires. Donc ça c'est la transposition. C'est clair que on se rend bien compte que la plupart, 99,999% des images vont être du noise qui sont à la base de ces images. Ok, juste pour montrer, ils sont pas, il y a aussi des images à reconnaître. C'est ça. Donc, je laisse la parole à Dimitri. C'est mon tour. Bon, donc Manuel vient de vous expliquer les décisions, pourquoi et comment les décisions ont été prises pour la définition d'image, tout en gardant en tête cette idée de faire une archive, une bibliothèque contenant toutes les images qui ont été faites, qui se font actuellement et qui se feront pendant les milliers de prochaines années. Donc une archive complète avec toutes les images possibles, avec les définitions qu'on a faites, sur lesquelles on a pris des décisions. Et donc l'idée n'est pas nouvelle en soi, elle est basée évidemment sur la bibliothèque de Babel de Borges, qui lui ne s'est pas occupé des images mais des écrits. Et ce qui nous a aussi motivé, ou disons ce qui était impensable pour nous, c'est d'avoir quelque chose avec une réponse, c'est infini. Et vu que ce projet est à la base d'un projet de publication, donc il a un format donné, il a des pages, un certain nombre de pages, et tout doit
Notre but était de tout pouvoir rassembler de façon imprimée, toutes les étapes, disons, pour pouvoir se rendre compte de la grandeur de cette bibliothèque. On ne savait pas encore exactement combien grande elle allait être, mais on s'est dit qu'avec ce chiffre qui a fait 232 positions, ça pouvait être quand même assez grand, mais on ne s'était pas rendu compte de la grandeur. Mais le but était justement de trouver une dimension finale de cette bibliothèque en matière physique, en partant, je vais l'expliquer tout à l'heure, step by step. Donc, si vous vous souvenez de cette liste des puissances de 2, on a absolument voulu garder ces étapes de puissance en procédant, en pouvant en enlever le plus possible pour regrouper, pour éliminer le plus de livres possible et d'images possibles en fin de compte. Donc c'est basé sur les puissances de 2, une représentation graphique qui explique comment ça fonctionne. Donc en dupliquant, c'est parti sur des cubes, il y a des vaisseaux, écrit les steps, qui est décrit en anglais ici, steps, des états. Il y en a 768 justement, et en enlevant des puissances de 2, on arrivait à regrouper, vous allez le comprendre plus tard, si jamais c'est encore un peu abstrait. Donc le but était d'arriver le plus proche, le plus vite possible à cette fin qui était l'unité vers 768. Donc c'est par étape de mettre des cubes dans des cubes de représentation visuelle et ainsi de pouvoir avancer rapidement dans cette archive. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Alors ce qu'on voit là, malheureusement c'est un format vertical, mais c'est parce qu'on n'a pas pu changer ça, on n'a pas voulu le changer pour le présenter, parce que c'est pas en grandeur, mais en relation des côtés, c'est les pages du livre tel que nous l'imaginons. Et voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un pixel, qu'on a appelé le P0. Ensuite, ce pixel, il se retrouve sur la définition d'image qu'on a expliqué tout à l'heure, les décisions qu'on a prises, pourquoi c'est 32 par 24 pixels. Donc, il se retrouve là sur cette définition de l'image. Et ici, c'est la première image du premier livre. Et donc, physiquement, le livre a une dimension de 234 de haut par 156 de large, et une image a exactement la dimension de 16 x 12 mm. Donc on est au U. Les U, comme on va les légender, c'est les étapes, c'est les unités, si on veut, physiques de cette archive. Donc ensuite, on a mis 8 rangées d'images sur une page, 8 colonnes sur 16 rangées, ce qui donne 128 images par page. Ce qu'on voit ici, c'est un plan du livre. Chaque livre est numéroté, donc chaque livre a un nombre de aussi 231 positions, parce qu'en divisant le nombre de livres contenant le nombre d'images, on arrive à un chiffre un petit peu plus bas. Donc il y a un repère visuel de position, chaque page est numérotée. Il y a par livre 1024 pages. Ce livre a un aspect physique, il est imprimé, on a fait des prototypes, il est imprimé sur du papier Bible de 40 grammes, donc on arrive à une dimension d'épaisseur de 26 mm de large, par 234 de haut et 156 de largeur. Et on peut le voir dans l'exposition au portique. Voilà. Donc un livre contient
131 076 images. Donc avec ce chiffre, on a réussi à déjà avancer au U17, qui est le chiffre du livre. Ensuite, de ce livre, on a conçu un étage d'une étagère qui contient 32 livres, mis un à côté de l'autre. Cette étagère a 8 étages, donc on passe au U25, on enlève, vous voyez, chaque fois des puissances de 2, et un bloc, une étagère contient 512 livres. On ne parle plus d'images parce que ça vient des chiffres trop hauts, on parle de livres. Vous verrez que le nom de livre, on l'oubliera aussi assez rapidement. Cette étagère, on la duplique dans un bloc de 64 étagères l'une à côté de l'autre, une rangée d'étagères, de 16 étagères, et dupliquée 64 fois dans un espace qui est le premier étage de la librairie. Cette librairie a une longueur de 30 mètres de large et de 15 mètres de haut. Et elle représente en fait le premier étage. C'est une vue plan. Pardon. Elle est aussi dans l'expo. On a aussi fait un modèle, un plan, un modèle 3D de ce premier étage. Voilà, donc, ça c'est le premier étage, et on est au U35. Ces étages, on en a fait 32 pour faire une maison. Donc on a passé au U40, c'est une maison de 90 mètres de haut, toujours avec le 30 par 15 mètres de base. Ensuite de cette maison, on a refait comme on a fait avec les livres, on a fait des rangées de maisons, des blocs de maisons, et toujours, on essaie de toujours garder les échelles physiques, c'est-à-dire depuis la grandeur du livre, qui a une dimension donnée. Évidemment, on crée aussi des blancs, des espaces vides pour pouvoir se déplacer. On n'a pas été jusqu'au niveau de l'urbanisme, de l'accessibilité. On n'a pas poussé le projet, mais on est toujours resté dans des relations plus ou moins réelles. Donc le U53, on a de nouveau rempli des rangées de maisons en faisant une tour. Ici, ce qui est important pour nous, c'est toujours d'avoir cette relation d'échelle. Cette tour est une tour de 600 x 800 x 1500 mètres. Et elle peut être placée, par exemple, sur le Central Park Manhattan, c'est la relation qu'elle a. Ensuite, en continuant, en empilant ces tours en rangées et en nouveaux blocs, on passe ainsi au U57 et x16 au U61. Et on arrive à un nouveau module, un nouveau bloc qui a une dimension de 10 x 16 x 12 km. Bon, je pense que tout le monde a remarqué, c'est la tour Eiffel en bas à gauche. Voilà, la qualité d'image est un peu pixelisée. Donc on est au U64 et on doit arriver au U768. Donc on a continué à empiler par des étapes de puissance de 2 ces blocs en décuplant en largeur, en hauteur, pour arriver au prochain bloc qui est le nous on dit 74, 74, qui a une dimension de 700 x 380 x 12 km de haut. Et celui-ci, ensuite, en le redécuplant par des puissances de 2, on arrive ainsi à un nouveau bloc qui est le U92, 92, qui a cette dimension et qui arrive à une longueur de 22 440 km par 6400 et 6144 km de face. Donc ça c'est une vue plan
En réalité, c'est pas ça qu'on voit, mais c'est plutôt ça. Donc ce qu'on voit, le cercle en bas, c'est la Terre. Et la bibliothèque actuelle, dans le bloc, le U92, évidemment, on a dû le détacher de la Terre parce qu'il aurait été difficile de le coller sur la surface de la Terre. Ensuite, en continuant, donc ce bloc-ci, en le découplant par des nouvelles puissances de 12, on va essayer d'avancer le plus rapidement possible pour arriver au 804. On découvrira aussi, on peut aussi consulter dans l'exposition. On se retrouve à un nouveau bloc, la Terre et la Lune, qui a une dimension de 400 000 par 100 000 par 100 000 km. Et ce qui est intéressant, c'est le même bloc, mais avec la Terre et le Soleil. Donc le grand cercle, c'est le Soleil, mais c'est pas mis à distance, hein, évidemment. On est au U104. Donc on continue jusqu'on peut. On a décuplé ce bloc tout en gardant l'échelle sur la base de sa puissance de 2. Le Soleil devient à cette échelle. Et à partir de là, justement, on ne s'est plus tellement préoccupé du détail architectural. Donc vous avez bien pu le voir. Il s'agit maintenant, on a réduit à des cubes qu'on empile. Donc là, ce serait 2 cubes, un sur l'autre. Donc une vue frontale. Il y a toujours le petit pictogramme en bas à gauche qui explique de quel volume il s'agit. Et voilà, donc le prochain cube qui est le U, c'est un cube maintenant, on va parler de cube, l'unité cube, qui est le cube, le U150. Ce qu'on voit en haut, c'est le système solaire. Et ici, juste pour... on a dû changer d'échelle, donc le système solaire est de 4 milliards 500 millions de kilomètres de long. Et le cube qu'on voit ici, il a pratiquement, il y a une surface, une arête de 6 milliards 553 600 kilomètres. Donc, la prochaine étape, donc, évidemment, ça devient compliqué, on va passer de l'échelle du kilomètre à l'année-lumière. Donc, une année-lumière est de 9 450 milliards de kilomètres. Donc, on arrive au U180, malheureusement. Et on continue ici dans une représentation du voisinage du Soleil, qui a une distance le trait en bas, on voit à côté du U180, c'est une année-lumière. Et en découplant par les puissances de 2, on arrive au U225, où on arrive on peut comparer ça avec la Voie lactée, qui a 100 000 années-lumière de rayon, de diamètre. Et le nouveau cube est de 23 265 années-lumière cubes. Ici, on a une autre représentation par rapport au groupe local, le local group. Et il a aussi été nécessaire de passer de l'année-lumière à une nouvelle unité de mesure pour le cosmos, pour l'univers, qui est le mégaparsec. Donc, ce nouveau cube ici, je dois donner l'échelle encore. C'est une nouvelle échelle de grandeur. On arrive ici à cette prochaine étape où ce que nous voyons au centre, c'est au tout fait l'univers, ce qui est ce que l'homme connaît pour définir, qui est de 14 745, de 28 000
mégaparsecs de diamètre. Et notre nouveau bloc U288 a un volume de 14 745 mégaparsecs cubes. C'est assez grand. Et voilà, donc à ce stade, nous sommes arrivés à la dernière représentation possible de ce que l'homme puisse imaginer, bien que ce soit très abstrait, s'imaginer la grandeur de l'univers. Le petit point au-dessus du cube, c'est l'univers. Et il a peu été possible à ce moment-là, on a eu un grand problème, parce que, on est à l'unité 312, et on n'avait plus d'échelle possible pour représenter, pour donner une impression de la grandeur des choses, disons une échelle du projet par rapport à l'état de la librairie en cours. Donc, ce qu'on a fait, on a procédé de la façon suivante. Donc, ce cube-là, qu'on voit de face, au fait, on l'a dupliqué, on l'a multiplié par 128 dans un axe, par 128 dans un autre axe, ce qui enlève déjà 14 étapes sur l'échelle des puissances de 2, et encore par 128 dans le dernier axe, qui enlève 21 étapes de l'échelle sur la liste des puissances de 2. Donc, et c'est le seul endroit où on a eu besoin de la couleur, c'est-à-dire que ce U312 que vous voyez en bas à gauche, qui est au fait, je reviens en arrière, celui-là, il passe, il peut aller, j'avais le chiffre, beaucoup de fois dans le... voilà, il y a 2 097 152 petits cubes dans un nouveau gros cube, et le jaune, qui est vert à l'écran, passe de nouveau en petit, et il se met de nouveau autant de fois, 21 fois sur l'étape, sur l'échelle des puissances de 2, mais il a quand même fallu, avec ce système, 21 pages pour arriver finalement au U760. Donc vous comprenez